Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Place Publique. À mes côtés, Catherine Klutikant, adjointe au directeur départemental de Vosges Matin. Et nous accueillons sur ce plateau Lucas Boustey Bonjour. pour la République en marche. Je vais y arriver. À vos côtés, Jules Feutet, La France Insoumise et Geoffrey Mouret, Front National Jeune. Vous êtes responsable du Front National Jeune dans la deuxième circonscription des Vosges. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je dois préciser que nous avions également invité les Républicains et le Parti Socialiste, mais que personne n'a pu se libérer. Nous débutons cette émission avec un sujet qui vous concerne, puisqu'elle concerne les jeunes. On se souvient des couacs de la dernière rentrée universitaire, où il fallait avoir un peu de chance pour pouvoir suivre les études qu'on voulait. C'était un tirage au sort quand il y avait trop de demandes. Le gouvernement a donc proposé de nouvelles dispositions avec la loi orientation et réussite des étudiants, mais visiblement, cela ne suffit pas parce que les blocages se sont multipliés. Lucas Boustey, la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes des étudiants? Alors moi je pense que si, en tant qu'étudiant aujourd'hui, je pense que cette loi répond à nos attentes. Elle part d'un constat simple. Aujourd'hui, en licence 1, en première année à l'université, il y a 60% d'échecs. Et c'est quand même franchement dommage, alors qu'on a un système éducatif qui nous permet aujourd'hui de former toute la jeunesse française et européenne dans le cadre du projet Erasmus. Aujourd'hui, cette loi, elle va nous permettre dès le départ déjà, de faire confiance aux professeurs et aux enseignants d'université en leur donnant la possibilité d'étudier les profils qui vont arriver chez eux et en pouvant dire à chaque profil, soit vous êtes totalement compatible avec la formation en fonction du projet et du parcours précédent, ou soit il va falloir faire une sorte, on va dire, de remise à niveau avec des cours supplémentaires qui vont permettre d'aller dans la formation le plus avant et d'avoir le meilleur taux de réussite possible. Alors on n'est pas dans une guerre de chiffres, mais on veut que tout le monde réussisse au maximum. Et donc cette réussite, elle va être possible déjà donc, par ce choix à l'entrée de l'université qui va être fait par les enseignants qui vont permettre de définir les bons profils et les adapter à la Ce sont des formation. choix sur dossier, c'est-à-dire que là, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de faire des lettres de motivation. Aujourd'hui, voilà, ils vont être choisis donc, sur des lettres de motivation et aussi sur leurs résultats scolaires de leur année de lycée. Et donc, ça va nous permettre cela. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour ça, le gouvernement veut mettre 1 milliard d'euros sur la table, donc sur la durée du quinquennat. Et alors, comment vous expliquez que les étudiants se mobilisent, bloquent les universités, bloquent les examens? On a vu encore des examens qui étaient reportés. Alors, je pense qu'il y a une inquiétude, c'est comme toute loi, je pense qu'il y a une espèce de saut dans l'inconnu. Je pense que cette loi, elle serait bon de l'évaluer d'ici 2 ans, quand elle aura été appliquée à 2 rentrées scolaires. Pourquoi ces inquiétudes? Moi, je ne les comprends pas. Alors, peut-être ça vient de ma formation, qui est celle d'un étudiant en école d'ingénieur, donc je suis déjà dans une filière qui est sélective, parce qu'il faut des concours pour entrer en école d'ingénieur, mais de ce que j'en ai parlé avec mes amis qui sont en fac, eux ne sont pas en grève, et moi, moi je ne comprends pas les raisons, mais je pense que mon camarade à ma gauche expliquera mieux les raisons. Oui, justement, Jules Feutet, des facs bloquées, des examens parfois sous surveillance. On a l'impression que la France insoumise tente de récupérer un petit peu cette grogne étudiante. En tout cas, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Alors déjà, sur la tentative de récupération, simplement sur ça, il se trouve qu'il y a des étudiants qui font effectivement partie de la France insoumise. Après, ce mouvement, la France insoumise, se mettra toujours derrière les syndicats, en l'occurrence là, l'UNEF, pour ce qui est de l'université, mais se placera toujours en arrière. Voilà. Sur ce projet particulier, on parlait tout à l'heure de tirage au sort. Alors il faut savoir que jusqu'à cette loi Vidal, le tirage au sort ne s'appliquait qu'à certaines voies de formation, si vous voulez. À partir donc de ce début d'année, le tirage au sort sera systématique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pose un petit peu problème. Alors, je vous vois nier, mais c'est pourtant ce que j'ai lu dans le texte de loi, que j'ai regardé pas plus tard qu'hier. Donc c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Ensuite,
Lucas Bousty vantait tout à l'heure sur le fait que les profs d'université aient le choix justement dans les élèves qui vont être retenus pour assister aux cours. Pour nous, c'est un véritable problème. Voilà. On est pour que chaque lycéen puis étudiant puisse parvenir à faire les études qu'il souhaite, donc à réouvrir des places si besoin. Ce qui a été fait par le gouvernement, ce qui est prévu. Alors, Ouvrir des places dans les filières en tension. oui, c'est prévu, mais d'une manière tout à fait insuffisante. Et c'est prévu aussi dans les filières qui sont considérées comme des filières rentables. Donc c'est quelque chose qui nous pose problème aussi. Ensuite, le fait de demander à un lycéen de rédiger une lettre de motivation ou un CV, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On revendique aussi à la France Insoumise, non pas le droit d'aller passer une année d'université assis sur les bancs et à ne pas écouter les cours, mais on a le droit de se tromper. Voilà. C'est un âge où, notamment au lycée, le choix du parcours universitaire et ou dans des grandes écoles est encore incertain. Donc ça, c'est pas lié à la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est aussi une préparation ensuite. Quand il va falloir trouver du travail, il va falloir faire des lettres de motivation, Bien sûr, faire bien sûr. des CV. Donc on est aussi dans cette logique On est professionnalisante. dans cette logique, oui, oui, mais on le dénonce aussi, le fait que faire donc un CV, une lettre de motivation, et de la même manière dans la réforme du bac aussi, donc pour le lycée, un grand oral qui compte pour 40% de la note, pour nous, c'est quand même une manière de, comment vous dire ça, discriminer quand même les lycéens, puisque les capitaux sociaux, culturels sont très différents selon les élèves, et du coup forcément le choix sur les études ensuite sera voilà, inégal entre les lycéens. Donc pour vous, la sélection continue, se poursuit, elle est même elle est approfondie. Ah oui, oui, complètement, complètement. Geoffrey Bourré, ça fait quelques années que le Front National essaie d'être présent dans les facs, de relancer un nouveau, en lançant un mouvement qui s'appelle Marianne. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais je veux dire qu'il y a eu quand même ces tentatives qui étaient là. Je veux dire que là, vous essayez quand même de relancer un syndicat. Et le Front National est pour la sélection à l'entrée de l'université. Disons que nous sommes plutôt pour l'instauration d'un système méritocratique depuis l'école primaire, avec une revalorisation des filières professionnelles et artisanales, et l'instauration de la possibilité de suivre un apprentissage dès l'âge de 14 ans. Ensuite, à la fin de ce parcours scolaire, il y aurait un baccalauréat plus exigeant que celui actuel, ou celui qui va être instauré par la réforme, qui va plutôt valoriser le contrôle continu au détriment d'un examen final, ce qui va créer, bien sûr, une inégalité d'un lycée à un autre, car un 16 sur 20 dans un lycée ne vaut pas forcément un 16 sur 20 dans un autre lycée. Alors qu'un examen final, il est commun à tous. Et par rapport à l'université, par rapport à ce mouvement étudiant, vous en pensez quoi ? Disons que ce mouvement de blocage des facultés est organisé par des syndicats de gauche et d'extrême gauche. On peut citer l'UNEF, même des organisations comme les jeunes socialistes, les jeunes communistes, qui, je le rappelle, ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, alors que ceci figurait dans son projet présidentiel. Donc ils sont plutôt incohérents pour le coup. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que leurs revendications, ils sont pour l'abandon du projet, mais certains, comme à Nantes, militent aussi dans ces facs pour l'accueil des réfugiés, par exemple. Donc ça va bien plus loin que cette unique réforme. Je vous voyais réagir. Oui, depuis tout à l'heure, j'avais une petite envie de réagir. Non, juste sur ce que vous disiez par rapport aux filières professionnelles et technologiques que vous vouliez réhabiliter un petit peu, peut-être leur redonner leur lettre de noblesse. C'est pas une mauvaise idée pour le coup, je sais pas comment vous voudriez le mettre en place, mais juste pour revenir sur l'aspect universitaire, là pour le coup, les élèves de ces filières-là, quand le professeur d'université ou de grande école tombe sur ce CV, il y a de grandes chances de discrimination. Ouais.
Mais quand vous voyez les résultats de première année, je veux dire, quand vous voyez ces étudiants qui, au bout de quelques mois, je veux dire, que décrochent complètement, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment... Écoutez, moi je pense pas que ça soit des étudiants qui entrent à l'université par fainéantise. Ah non, mais non, mais c'est le droit Non, de mais se tromper. Enfin, je veux juste- dire que c'est aussi de... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il arrive de douter. Après, c'est vrai que il y a certaines filières qui sont peut-être trop méconnues au lycée, donc qui sont très choisies. Je pense aux sciences humaines. Moi, j'ai suivi des études de sciences humaines. C'est vrai qu'au début, en première, deuxième année, on est très nombreux. Et ça s'écrème après, ouais, petit à petit. Mais voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers ces filières-là. Et effectivement, il y en a beaucoup qui arrêtent. Mais pour faire autre chose ensuite. Et on revendique le droit de se tromper. Est-ce que vous revendiquez le droit d'empêcher les examens de se passer normalement? Écoutez, moi je suis démocrate. Si le vote a eu lieu d'une manière démocratique, je suis pour. Parce que euh, on ne peut pas faire n'importe quelle action pour manifester et pour s'opposer à une loi. Mais bloquer une université, c'est pas quelque chose de très violent, par contre c'est quelque chose d'efficace, qui fait réagir. Et effectivement, parfois, il y a d'autres mouvements qui viennent se greffer, pas seulement à la contestation de la loi en question. Vous parlez de la défense des exilés, c'est vrai, mais c'est aussi un moment, moi pour avoir connu ces moments de grève en université, c'est un moment aussi de réflexion qui est très intéressant. Après, on souhaite tout ce qui dure le moins longtemps possible. Voilà. Par contre, je voudrais juste, après, on passe peut-être à un autre sujet, mais sur ce point-là, la manière dont ont été délogés les étudiants, notamment par des milices d'extrême droite, et souvent protégés par la police, voilà, cette manière-là a été répétée à plusieurs reprises dans des universités, et je condamne vraiment cette violence et la couverture de cette violence par la police nationale. Voilà. J'aimerais intervenir là-dessus. Tout de même, ces milices d'extrême gauche, aussi disons-le, qui ont bloqué des facultés, ont aussi fait preuve de violence envers des étudiants qui, eux, étaient contre leurs idées. On a aussi des dégradations, des tags qui appelaient au Non, meurtre je de parle des policiers. violences physiques, là. Oui, il y a aussi des violences physiques, exactement. Il y a des étudiants qui se sont fait agresser. Et par ailleurs, ces milices d'extrême gauche, on le voit bizarrement, sont rarement arrêtés par la police, ne font pas souvent l'objet de censure sur Facebook comme d'autres groupes qui pourtant sont pacifiques. C'est tout de même ce qu'on peut remarquer. Et ces blocages sont illégaux. Rappelons-le tout de même. Lucas Boustine. Moi, pour ce qui est du blocage, alors moi, on est à la République en marche, le droit de grève, c'est un droit fondamental qu'il y a dans cette République, et encore heureux. Par rapport à ce que vous disiez, quand des étudiants, on trouve normal que quand des étudiants, donc quand un président d'université fait un vote électronique et qui demande, donc la majorité des étudiants veulent reprendre les cours, veulent aller passer leurs examens, parce qu'à un moment, il y a des problématiques de logement aussi qui interviennent, et de coûts par rapport à les étudiants, Bien et sûr, qui ne oui. peuvent pas tous se permettre, et je pense que vous êtes conscient, Bien sûr. il n'y a pas de problème là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Vous trouvez normal qu'il y en ait encore qui viennent bloquer les facs alors qu'il y a un vote? On est toujours sur l'idée du vote démocratique. Moi, Sur je suis ce d'accord plan-là, avec je ça. vous réponds tout à fait simplement. Comme je vous l'ai dit, je suis la démocratie. Sur ce plan-là, par exemple, à Strasbourg, on a voté contre, et donc pour la réouverture de la fac qui a eu lieu. Après, parfois, effectivement, il y a des irréductibles. Par exemple, à Nancy, sur l'université de Lorraine, où il a fallu les forces de l'ordre pour déloger. Non, sur l'université de Lorraine, il n'y a pas eu un vote majoritairement contre. Il y a eu un vote organisé par le président de l'université de Lorraine, adressé aux étudiants. La légitimité des votes est quelquefois remise en cause dans différents endroits. On va en reparler justement, puisqu'on va aborder un autre mouvement. Est-ce que je peux dire un dernier point sur la loi Or? Une chose par contre que je ne comprends pas sur vos deux positions à vous. Ouais. Déjà, juger qu'un 16 sur 20 ne vaut pas la même chose dans tous les lycées de France et de Navarre, c'est juger que tous les enseignants ne sont pas le même niveau et Non. que chacun Non, c'est assume pas pas ça. la même chose. Ah si, totalement. Non, c'est simplement. C'est juger pas que du tout. vous jugez qu'il y a des C'est enseignants qui ne sont simplement pas les mêmes retirer compétences le suivant l'endroit. caractère républicain du baccalauréat. Parce Mais que pas ça du sera le baccalauréat de Claude Gelée contre le baccalauréat Mais de ça veut Saint-On-les-Vosges. Ça veut rien dire.
Comment ça s'appelle? Mais tous les enseignants sur le territoire de la République sont pareils et jugent de la même façon. Bien sûr, sur votre CV ensuite, c'est marqué baccalauréat, c'est marqué le nom du lycée. Et ben ça veut dire que après, donc le problème se déplace ensuite à l'université, où vous ne faites pas confiance aux universitaires pour juger que tous les lycées sont de même niveau et dire, voilà, qui viennent de tel lycée, on ne regarde pas le lycée, on regarde les résultats, les appréciations et la motivation. Deux étudiants qui ont la même note, qui vont avoir un 16 sur 20, un qui vient d'Henri IV et un qui vient de Sarcelles, voilà. Je suis désolé, mais la sociologie a suffisamment montré qu'on reproduisait ceux qui étaient en position sociale avantagée. Et on passe à un autre sujet, un autre mouvement qui dure aussi, celui de la SNCF. Regardez, c'était cette semaine. Le pont de Chavelot ce lundi matin sur la N57, les banderoles sont explicites. L'actualité en bref, c'est d'abord les cheminots vosgiens qui, comme partout en France, veulent se faire voir et entendre, alors que la grève perlée entamait ce lundi son 18e jour, avec pour mot d'ordre chez les syndicats protestataires la remobilisation. Le trafic, lui, a été une nouvelle fois très perturbé, un TER sur 4 en moyenne en Lorraine, un TGV sur 2. Les cheminots sont par ailleurs appelés à s'exprimer jusqu'au 21 mai sur le pacte ferroviaire dans des urnes itinérantes via un vote-action qui n'aura aucune valeur juridique, mais que les syndicats espèrent le plus large possible. Donc ce mouvement de grève perlée inédit en Lorraine, avec des perturbations importantes, surtout dans le département des Vosges. J'ai regardé, on est toujours le département le plus affecté. Jules Feutet, Jean-Luc Mélenchon appellent de ses voeux la convergence des luttes et apporte son soutien aux grévistes. Est-ce qu'il n'y a pas mélange des genres ? Non, il n'y a pas mélange des genres, puisque écoutez, la politique s'occupe de politique et donc des réformes qui sont menées, et c'est également normal que la profession s'occupe aussi de son futur et de comment évolue son métier. Sur la convergence des luttes, effectivement, c'est quelque chose qu'à la France Insoumise on souhaite, avec, comme je le disais tout à l'heure, toujours les syndicats devant. Parce que c'est les syndicats qui sont plus près dans les différentes entreprises et qui connaissent le mieux ces conditions de travail, et aussi du coup ceux qui risquent d'arriver si la réforme passe. Voilà, donc la France Insoumise se passe toujours en retrait, voilà, derrière les syndicats. Mais donc justement sur cette lutte des cheminots, je veux dire que vous les comprenez, vous les accompagnez. Bien sûr. Alors déjà on les félicite pour cette grève là d'hier. Et d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas... Comme c'est vrai, ça vient tous les 5 jours, c'est assez régulier. En tout cas, c'est grève qui a beaucoup mobilisé. Donc c'est un mouvement qui ne s'essouffle pas. Alors après, sur la méthode, s'attaquer au statut de cheminot, sur les avantages qu'ils peuvent avoir, etc., c'est une méthode tout à fait classique, qui avait déjà été utilisée en 1995. C'est une méthode qui est assez injuste en fait et qui a plutôt tendance à monter les salariés les uns contre les autres. Et pourquoi plutôt que de dire ils ont des avantages, retirons-leur, on pourrait pas dire donnons aux autres voilà, des conditions de travail un petit peu plus confortables. Ensuite, le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron ne fait que suivre les directives européennes qui vont dans ce sens-là et qui demandent à ce que le gouvernement prenne ses décisions. Par exemple, la séparation du réseau d'exploitation en 1995 était une demande de la Commission européenne. Et de la même manière, la Commission européenne demande une mise en concurrence des trains sur les réseaux de rail. Alors c'est une mise en concurrence qui normalement devrait arriver, même si on nous dit le contraire, mais qui est prévue d'un point de vue... Certaines européen. régions l'appellent de leur vœu, la région Grand Est appelle de ses voeux cette mise en concurrence. Oui. Donc sur les grandes lignes, ça se ferait en 2020, c'est déjà le cas sur les lignes internationales, et sur les trains comme les TER, ça serait en 2023. Ce qui est dangereux, nous ce qu'on craint, c'est que le passage de la SNCF en société privée
en fait, dans un but lucratif, puisque ça deviendra une société privée, ne servira pas à l'intérêt général. Voilà, c'est ce qu'on craint. C'est la fermeture de petites lignes qui ne seraient plus rentables. D'ailleurs, on a une fermeture depuis les années 30 qui est tout à fait incroyable. Il y avait 60 000 km de lignes de train en 1930, 30 000 aujourd'hui, et il en resterait normalement, après cette réforme, seulement 21 000 km. Alors, de 1930 à 2018, 2017, Emmanuel Macron n'était pas président de la République. Donc, à le dire. Donc, Non, bien sûr, bien c'est sûr. pas lui, c'est des politiques successifs qui ont fait ça. Le but de cette réforme, c'est au contraire. On a été pendant 30 ans sur une politique, on fait du TGV pour relier les grandes villes entre elles. C'est très bien. Moi, personnellement, je viens du département de la Creuse. Donc, tout le monde a une image de la Creuse, une image d'Épinal, si je peux me permettre, d'un endroit assez désertique, ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, c'est un cas, pour ce qui est du train, on a vraiment des soucis de distribution, et avec cette réforme, l'ouverture à la concurrence et à des sociétés privées, il y a sûrement des sociétés privées qui vont trouver un intérêt soit à rouvrir des lignes, soit à faire perdurer des lignes, pour apporter toujours un service à des personnes. Alors, d'accord, ces sociétés, elles veulent vivre, à un moment c'est normal, tout le monde veut vivre, mais à un moment, l'État, aujourd'hui, il se positionne sur le fait de doubler l'investissement sur les lignes qui ne sont pas du TGV, donc de RER, TER, dans le but d'améliorer le service et d'aller plus loin et de conserver le réseau actuel, et pas dans le but de fermer les lignes. Ça a été proposé dans le rapport Spinetta, ça on ne le remet pas en cause, mais c'est pas ce qui a été retenu par le gouvernement et par les députés. Oui, c'est ce qui est dit aujourd'hui, mais par exemple, la mise en concurrence et donc la privatisation de la SNCF n'est pas non plus à l'ordre du jour si on écoute le gouvernement. Bah si, on ne peut pas dire le contraire, elle est bien à l'ordre du jour, parce qu'en 2020, il y a une ouverture à la concurrence qui a été déjà décidée sous le quinquennat de François Hollande, et donc cette ouverture à la concurrence, elle va exister. Nié par le gouvernement, cette ouverture à la concurrence. Et il y a aussi, simplement, c'est comme ce qui s'est passé à la Poste, quand on veut se débarrasser d'un service public, on fait en compte que ce service public-là marche de moins en moins bien. La Poste existe toujours. La Poste existe toujours. Maintenant, c'est une société anonyme, mais on voit comme elle existe. La Poste, maintenant, c'est autant un magasin qu'un endroit où on va poster du courrier. Les tarifs ont augmenté, beaucoup. Et quand on veut supprimer un service public, eh ben, on fait en sorte qu'il marche mal. Et je pense que c'est ce qui se passe à la SNCF. C'est ce que proposent également les cheminots en ce moment, parce que moins de personnes prennent le train, voient qu'il y a peut-être des solutions alternatives. Ah, mais les cheminots sont pour un développement Est-ce que du rail. ça peut pas se retourner contre... Je veux dire que l'opinion publique n'est pas majoritairement pour les cheminots aujourd'hui, contrairement à la précédente réforme, Oui, pour lesquelles ils avaient... Je pense que c'est assez mal expliqué, en fait. Si on explique que justement ils défendent le train, non seulement ils défendent le train... Il y a beaucoup de désinformation aussi, je veux dire que sur, peut-être de part et d'autre, hein, mais c'est vrai que sur la privatisation par exemple, le gouvernement vient de dire que ça va être réintroduit dans la loi qui va passer au Sénat. Je veux dire qu'on voit bien que cette privatisation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors que c'est quand même une des revendications des cheminots de défendre ce service public qui restera un service public. Alors qui restera un service public, on n'en sait rien, puisque maintenant les parts sont redevenues cessibles. Les actions de la SNCF sont redevenues cessibles. Non, elles ne le sont pas, justement. SNCF, la holding qui chapeautera le tout, et mobilité et réseau seront incessibles, et ça va être voté incessible. Après, la SNCF a des parts, par exemple dans Thalys, elle a 60% de Thalys, toutes ses filiales autres, donc toutes ses autres activités annexes, elle pourra faire ce qu'elle veut, mais comme elle a toujours fait. Geoffrey Mouret, je veux dire que le Front National est assez silencieux sur ce conflit. Il n'y a pas de soutien aux grévistes, mais il n'y a pas de signe non plus pour conforter l'action du gouvernement. Exactement, nous sommes contre cette réforme, nous sommes contre la remise en cause du statut des cheminots, contre le fait d'aller vers plus de privatisation et notamment... nous opposons au fait de se soumettre à des directives européennes, le fait encore que c'est une revendication qui nous vient tout droit de Bruxelles, et le gouvernement s'y soumet tout simplement. Il y a un problème à la SNCF, c'est notamment cette dette dont on nous parle souvent, une dette qui dépasse les 50 milliards d'euros, qui croît d'année en année.
Bon, actuellement, disons que jusque-là, la SNCF avait un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, si je ne me trompe pas, qui faisait qu'elle pouvait s'endetter sans trop de problèmes. Mais désormais, on va changer son statut avec cette réforme en société anonyme à capitaux publics, ce qui va poser des problèmes au niveau de la dette, notamment. Comme je rappelle ce que le gouvernement a dit, que la dette va être reprise à partir de 2020, donc à partir de la Ça repousse toujours. soi-disant privatisation, du passage en statut de société anonyme et à capitaux détenus 100% pour l'État. Le fait que la dette, pourquoi la dette de la SNCF se creuse aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une dette, parce qu'il faut rembourser la dette, et à chaque fois c'est les intérêts de la dette qui font que la dette se creuse. C'est pas la SNCF en elle-même qui est à la peine. C'est le même problème que les dettes au niveau européen qui, par des intérêts exorbitants, se creusent quand on les paye. Simplement, juste pour terminer sur la SNCF, moi je suis donc quand même convaincu que les petites lignes fermeront puisqu'elles ne sont pas rentables et que... Ça va dépendre des régions. Je veux dire que déjà aujourd'hui, je veux dire que ce sont les régions qui jouent un grand rôle sur... Je ne suis pas très optimiste en tout cas, mais simplement, je préférerais conserver des petites lignes et qu'il y ait moins de bus, par exemple, simplement d'un point de vue écologique, et également vraiment encourager le ferroutage et le transport des marchandises par voie de chemin de fer. Voilà. Une question sur le dialogue qui semble difficile entre les cheminots et le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas là depuis 1930, mais là, il n'y a plus de dialogue. Qu'est-ce qu'on fait? Les cheminots se sont même invités au siège parisien de La République En Marche. Je pense que pour le coup, il y a un problème des part et d'autre. Vous le disiez, il y a un problème de communication, je pense, de part et d'autre, et de désinformation qui fait que tout le monde se monte les uns contre les autres, et au final, plus personne ne parle. Moi, je trouve ça regrettable, en tant que citoyen, parce que je pense que le dialogue, il avait été engagé dès le début, et il y a vraiment un problème en ce moment. Après, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils ont donné un cap, ils ont donné des principes pour cette réforme, et après, eux, ils étaient là pour négocier les modalités. Donc on peut entendre que les cheminots, on va toucher donc déjà pas à ceux qui sont en poste actuellement, à ceux qui vont rentrer à partir de 2020, alors au statut qui n'existera plus, mais qui sera, il y aura autre chose, il y aura un accord d'entreprise qui sera négocié dans cette nouvelle SNCF, on va dire. Et donc aujourd'hui, je pense que le mieux serait que le dialogue reprenne vraiment avec tout le monde. Et je pense que ça sera, tout le monde se retrouvera gagnant si le dialogue se fait. Il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est les gouvernements proposent des réformes, les salariés se battent contre des réformes qui peuvent juger iniques ou injustes, mais c'est pas une négociation à armes égales. À un moment, Emmanuel Macron, il a été élu par le suffrage universel, quoi que vous puissiez en dire. Voilà. Donc, ça arrive pas de but en blanc, cette réforme, ce que je veux dire. Elle arrive d'un programme, d'une feuille de route qui a été tracée dès le départ. Donc, c'est logique que, pour une fois qu'un candidat et maintenant un président prend son programme et essaye de le transposer en entier dans la vie des Français, c'est quand même plutôt positif. Geoffrey Mouret, vous croyez que ça va changer quelque chose, le vote action qui a lieu en ce moment? Non, il n'y aura pas de changement. Ça n'apportera aucun changement. Et par rapport à la SNCF aussi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cette ouverture à la concurrence. On nous parle souvent, oui, que ça va baisser le prix des billets. Je ne suis pas d'accord. On voit le contre-exemple en Grande-Bretagne où le prix a augmenté de 27%. Donc ça ne sera pas bénéfique Écoutez, pour les usagers. On va voir dans les semaines à venir ce que cela donne. Oui, on va passer à un autre sujet. La période reste compliquée pour les partis politiques qui ont du mal à être audibles en ce moment. Et la refondation est un terme que l'on entend beaucoup. Les prochaines consultations électorales vont bientôt arriver et vont donner le verdict de la réussite ou non de ces remises en question. Donc la République En Marche se structure dans les Vosges comme ailleurs. Vous allez à la rencontre des habitants dans les quartiers. On a pu voir ça, notamment dans le cadre de la Grande Marche pour l'Europe. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des habitants, mais le dialogue ne semble pas toujours facile, Luc Agousti. Alors, c'est jamais facile d'aller voir tout le monde, parce que personne n'a les mêmes idées. Alors, je pense que nous pouvons en parler tous les trois ensemble pendant des heures et sans tomber jamais d'accord. Le but, c'est pas de tomber d'accord avec les gens ou de les convaincre de nos idées dans cette grande marche pour l'Europe. C'est, à partir du questionnaire qui a été constitué,
aller à l'écoute des gens. Comme nous avions fait pendant l'élection présidentielle, c'est d'aller rencontrer les gens pour comprendre quelles sont leurs difficultés au quotidien. Et dans le cadre de la Grande Marche pour l'Europe, c'est qu'est-ce que ça représente l'Europe aujourd'hui pour vous dans votre quotidien. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, qu'on se retrouve face à des refus, des personnes qui veulent pas parler avec nous, mais parfois on a des très belles rencontres et on arrive à engager le dialogue et c'est des moments très forts, je pense. Et moi j'invite tous les partis politiques à faire alors la Grande Marche pour l'Europe, bon, ils peuvent la continuer jusqu'aux européennes, mais d'aller à la rencontre, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font, aller à la rencontre des citoyens, de nos concitoyens. Je pense que c'est une belle démarche et ils n'ont pas l'impression, et c'est pas de notre volonté, je pense qu'avant il y avait une impression qu'on venait les voir juste pour chercher leur voix. Nous vraiment notre but c'est de comprendre ce qui se passe pour faire remonter après au niveau du gouvernement les idées du terrain et pour pouvoir les développer sur l'ensemble du territoire. Sur le côté hégémonique de la République en marche à l'Assemblée nationale, par exemple, vous réagissez comment quand on vous dit, ben voilà, de toute façon, il n'y a même plus besoin de discuter, il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est voté. Alors, on a vraiment l'impression de ce bloc monolithique, mais il y a un gros travail, alors ça se voit pas forcément dans l'hémicycle proprement dit, mais il y a un gros travail, j'ai eu la chance de visiter il n'y a pas très longtemps, un gros travail dans les commissions de dialogue entre tous les partis qui sont représentés et aussi au sein d'En Marche, pour arriver au texte de loi le plus en cohérence avec nos valeurs et avec notre objectif. Alors oui, parfois il y a des désaccords, comme dans tout groupe, on ne peut pas dire à plus de 300 personnes de se mettre d'accord unanimement sur un texte, et on l'a vu récemment avec la loi sur l'immigration, où certains se sont abstenus, ou même ont voté contre. Mais il y a un dialogue qui est fort, qui est là. Alors peut-être de l'extérieur, ça peut paraître très monolithique, mais le dialogue existe. Quand on discute avec certains députés qui ne sont pas La République en marche, ce dialogue, il semble quand même un peu difficile. Hein. Mais c'est de la politique. Du côté de la France Insoumise se revendique comme le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron et à sa politique, et l'opinion publique lui reconnaît cette place. Il y a encore un sondage qui n'est pas eu cette semaine, mais il va rester une marche à franchir pour devenir un parti de gouvernement. Il y a bien sûr le programme qui est étudié à chaque fois au microscope, mais il y a également la capacité de rassemblement. On n'a pas toujours l'impression que Jean-Luc Mélenchon est prêt à accueillir le reste de la gauche. Eh bien, vous avez raison, il n'a pas accueilli tout le reste de la gauche. Simplement, pour vous répondre, voilà, c'est pas la France Insoumise n'a pas vocation à devenir un parti avec une organisation verticale et des leaders tels qu'on en a l'habitude. C'est un mouvement. Jean-Luc Mélenchon est quand même un leader. Alors, Jean-Luc Mélenchon est un porte-parole. Il est très invité dans les médias, c'est vrai, mais on a quand même vu émerger depuis les législatives d'autres têtes, voilà, qui comment dire, répondent aux invitations médiatiques. Après, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au niveau local, de faire tourner, que chacun puisse trouver sa place, et puis éviter ce côté vraiment trop vertical et la culture du leader qui n'est pas dans nos gènes. Et puis, pour répondre à votre deuxième question, effectivement, la France Insoumise ne rassemble pas toute la gauche, mais il y a une partie de ce qu'on appelle la gauche, donc le Parti Socialiste, qui est absolument irréconciliable avec la France Insoumise, puisque c'est un parti qui accepte le capitalisme tel qu'il est, qui ne le remet plus en cause. Voilà, il y a quelques personnalités qu'on entend parfois qui sont un petit peu plus, comment dire, en dissonance avec ça. Après, si on regarde plus à gauche de la France Insoumise, le Parti communiste participe à des actions ponctuelles, ainsi que le NPA. Voilà. Donc il y a quand même des actions communes. Le 26 communes. mai, vous serez côte à côte. Le 26 mai, tout à fait. Donc on organisera d'ailleurs à Épinal, normalement, la continuation de la fête à Macron, délocalisée en province, cette fois-ci. Et la CGT a dit qu'elle serait là. Donc la CGT, oui, y a rejoint. Il y a 52 associations et partis signataires. Voilà. Donc,
Le Front National va prochainement changer de nom. D'ailleurs, les militants sont appelés à voter actuellement donc pour une unique proposition, le Rassemblement National, pardon. Le Front National Jeune aussi va faire de même. Hein. Ça va devenir Génération Nation, avec pour mission de former de nouveaux cadres. Est-ce qu'il y aura une nouvelle ligne politique ? Écoutez, nous gardons notre ligne. Notre ligne, c'est la défense de la nation, des intérêts de la France. La lutte contre l'immigration massive, la non-soumission à l'Union européenne, la défense de nos territoires, la défense de notre identité aussi. Donc nous avons toujours cette même ligne, nous l'avons toujours eue. Nous voulons toujours défendre la nation. Donc sur ce point, nous ne changeons pas. Nous avons juste vocation à rassembler tous ceux qui veulent justement défendre la France et ses intérêts. C'est ça notre but actuel. Et notamment dans les Vosges, où vous vous restructurez après le départ de Jordan Gross-Cruciani. Et Dominique Thomas, Oui. Exactement. Oui, exactement, oui, nous avons déjà un nouveau délégué départemental qui est Sébastien Habert, un nouveau délégué départemental adjoint, et désormais nous allons restructurer le Front National de la Jeunesse dans les Vosges, avec un nouveau délégué départemental, bien entendu. Donc il sera nommé par Paris prochainement. Exactement. Allez, nous avons évoqué l'Europe avec cette marche organisée par la République En Marche. C'est à Épinal que le président Emmanuel Macron a lancé la consultation citoyenne pour l'Europe. On y revient. Lorsque je me suis engagé dans la campagne électorale française, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'avais décidé de porter le sujet européen et je m'étais entre autres engagé, au-delà des propositions de fond sur lesquelles on reviendra tout au long de cette soirée, à ce que pour que notre Europe soit plus démocratique, nous puissions réussir à organiser justement un temps de consultation pleinement citoyen et démocratique avant les élections. Un temps qui ne soit pas simplement la réponse à un oui ou un non que nous pouvons connaître, que nous avons connu à travers différents référendums. Et une fois élu, j'ai évidemment essayé de faire appliquer cette proposition. Et nous avons convaincu, je m'en réjouis, nos partenaires européens qui ont tous suivi de procéder à ces consultations citoyennes. Aujourd'hui, l'ensemble des États membres de l'Union européenne lancent ces consultations citoyennes avec l'aide et le soutien de la Commission européenne qui aura une plateforme pour agréger tout cela. Et aujourd'hui, à Épinal, nous lançons donc officiellement les consultations citoyennes en France. Alors, Jules Feutet, la France insoumise, les Espagnols de Podemos et les Portugais du Bloco de Esquerda ont lancé maintenant le peuple pour une révolution citoyenne en Europe. Alors c'est un manifeste qui préfigure la naissance d'un mouvement politique européen qui va militer pour une Europe au service du peuple. Quand Emmanuel Macron réclame auprès de ses partenaires une Europe plus sociale, il ne vous convainc pas? Absolument pas, parce que c'est déjà pas la politique qui mène en France. S'il menait une politique sociale, on le verrait faire d'autres choses que s'attaquer au pourcent des retraités ou au salaire en général, puisque son augmentation des salaires est une grande escroquerie. Donc je ne pense absolument pas que cela sera appliqué en Europe. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron est un bon orateur, qui parle très bien et que ses mots sont très bien repris aussi dans les médias. Maintenant, j'ai pas du tout confiance là-dedans. Effectivement, la France insoumise s'est alliée avec d'autres pays, c'est notamment vu des européennes, pour le coup, une réelle proposition de politique sociale et anti-austéritaire, et également de renégociation des traités européens. Voilà. Donc, vous restez pour une Union européenne, mais avec des traités différents. Alors qu'est-ce qu'il faut changer dans ces traités? La ligne directrice, ce serait quoi? Écoutez, en fait, si vous voulez, il y a deux possibilités. Il y a le premier plan qui est de convaincre tous les autres partenaires européens, ce que vient de faire Macron apparemment sur la consultation européenne. Mais voilà, donc de sortir de cette Europe-là, qui est une Europe au service notamment de l'économie allemande, mais en tout cas au service du capitalisme, et qu'on trouve aussi assez dur avec les êtres humains.
Donc l'idée serait bien sûr de sortir de ces traités-là, de les réécrire, et puis ensuite de mettre en place des mesures qui sont plus sociales, donc par exemple un protectionnisme solidaire, par exemple, à l'entrée de l'Europe, qui permettrait d'éviter que des marchandises fassent des milliers et des milliers de kilomètres quand on peut se procurer le produit sur place. Une vraie politique écologique, une vraie politique sociale avec la fin des travailleurs détachés, par exemple, puisqu'il n'est absolument pas normal que des gens travaillant en France ne touchent pas le même salaire que les Français. Voilà, donc c'est le plan A, c'est sortir des traités. Le plan B, c'est la désobéissance. Voilà. C'est la désobéissance et l'application d'autres traités avec d'autres pays qui seront forcément d'accord avec la France, puisque je pense qu'en Europe actuellement, il y a beaucoup de pays qui ne partagent pas forcément voilà, la vision économique ultra-libérale de M. Macron et de la direction européenne. Voilà. Geoffrey Mouret, le Front National de la Jeunesse, fait également partie d'une alliance européenne et il milite pour une Europe des nations. Est-ce que la refondation engagée fait bouger les lignes? Est-ce que la sortie de l'euro n'est plus un préalable pour vous? Alors, nous avons décidé que nous sommes toujours pour la souveraineté. Bien entendu, nous défendons la souveraineté nationale. Nous voulons toujours récupérer nos souverainetés une à une. Bon, nous avons pris conscience, suite à la présidentielle, que notre projet européen pouvait un peu faire peur à certains Français, leur faisait penser à un Big Bang institutionnel. Certainement qu'on doit faire plus de pédagogie sur cette question. Donc, tout d'abord, nous avons récupéré notre souveraineté territoriale, autant pour contrôler nos frontières, pour lutter contre l'immigration, mais aussi pour pouvoir mettre en place une politique de protectionnisme intelligent comme nous le prônons. Et en fin de mandat, par contre, interviendra la question de la souveraineté monétaire. Et il faut comprendre que ce n'est pas une catastrophe, changer de monnaie. Durant le XXe siècle, nous avons changé plusieurs fois de monnaie en France. Ça prouve bien que c'est possible. Mais l'Europe, je veux dire que l'Union, justement, est-ce qu'elle reste valable? Cette Union européenne, elle n'a presque plus de légitimité. Regardez dans divers pays, comme en Hongrie, ils remettent en cause le pouvoir de l'Union européenne. En Pologne, on voit actuellement en Italie, un gouvernement va se former probablement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, un gouvernement anti-immigration et eurosceptique. On remarque ça dans plusieurs pays européens. Donc c'est une Europe technocratique contre les peuples, et je pense que les peuples sont en train de se réveiller contre elle. Quand même, juste important de signaler que vous avez une vision effectivement de droite et très à droite qui va défendre Viktor Orban ou des gens comme ça, et donc une sortie de l'Europe, et que nous la position de la France insoumise est une position plus sociale et moins dure que ces dirigeants qui sont quand même en ce moment assez reconnus pour être violents envers leur peuple. Ah, c'est la bonne propagande européenne, européiste. D'ailleurs, je vous ferai remarquer dans ces pays, depuis que ces dirigeants sont au pouvoir, il y a plus de croissance, moins de chômage d'ailleurs, comme en Hongrie par exemple. Bon, certes, les choses n'y sont pas pour le mieux, ce sont des pays de l'ex-bloc soviétique, donc qui ont toujours des difficultés économiques, mais qui se développent progressivement. L'Europe est au cœur du projet de la République en marche, mais pour faire avancer les choses, vous savez qu'il faut des alliés. C'est-à-dire que tout le monde cherche des alliés, et la situation politique internationale du moment ne facilite pas les choses. On vient de parler de l'Italie, on peut parler également du Brexit. Il va falloir aussi convaincre Angela Merkel de bouger un petit peu les lignes. C'est vraiment une politique des petits pas, et par rapport à l'opinion publique, c'est difficile de faire bouger les mentalités. Ce qu'il faut avec l'Europe, nous, on est d'accord aussi pour la refonder, donc pas du tout de la même sauce. C'est sûr que c'est la situation, le contexte n'est pas facile. On l'a appris cette nuit avec l'Italie. Il risque d'avoir un gouvernement à droite et à gauche, on ne sait pas trop.
Ce qu'il faut aujourd'hui, nous, on veut refonder l'Europe parce qu'on voit bien, on est d'accord, et quand on va écouter les gens, elle ne fonctionne pas. Mais après, de là à faire le grand chambardement, je pense qu'aujourd'hui, avec le Brexit, on va dire c'est presque une chance parce que ces Anglais qui n'ont jamais vraiment voulu rentrer dans cette Europe des nations. Et donc l'idée du président, c'est peut-être, alors qu'elle ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr, mais c'est de faire une Europe peut-être à plusieurs vitesses avec différents niveaux d'intégration. Et nous, on pense que c'est là qu'il faut travailler. Alors c'est sûr, avec le tandem franco-allemand, normalement, qui est censé faire avancer ce grand bloc, mais il ne faut pas travailler seulement avec l'Allemagne, surtout la chancelière actuellement est un peu bloquée avec sa coalition. Il faut travailler avec tout le monde, écouter tout le monde, et c'est seulement en convainquant la majorité de nos partenaires qu'on ira de l'avant. Il y a des choses à réformer, ça on en est conscient. Il y a des choses où il faut aller plus loin. Alors là, c'est peut-être plus loin que la pensée présidentielle. Moi, personnellement, je suis un fédéraliste européen, donc je pense à un système à l'américaine ou avec un État un État fédéral qui gère plus loin tout ce qui est les questions de défense, de diplomatie. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais je pense que oui, nous avons besoin de plus d'Europe aujourd'hui. Alors, le président a rappelé il n'y a pas longtemps l'utopie de 70 ans de paix en Europe, ce qui n'est pas vraiment vrai quand on pense aux Balkans et à l'Espagne, au Portugal. Mais quand même, il y a cette idée que cette Europe qui protège, cette Europe qui nous fait aller de l'avant et qui a besoin, dans ce monde aujourd'hui de plus en plus incertain, on voit avec les États-Unis et la Russie, on ne sait jamais trop comment les choses vont évoluer. Cette Europe, elle a ce rôle dans le monde d'assurer la multilatéralité des décisions, dans le sens où c'est à elle d'apporter des solutions au monde, de par le fait que ça soit bientôt 27 États qui ont quand même un poids au niveau international. La France a quand même décidé quasiment seule de suivre les États-Unis pour aller bombarder en Syrie. Alors, sur la Syrie, vous voulez peut-être pas y revenir Non, pendant 10 ans, mais vous avez qu'à écouter, quand le président est venu, il a répondu à la question au Palais Congrès. J'ai regardé hier le programme de Macron sur l'Europe, que j'avais déjà vu, mais que j'avais oublié, parce que je le trouve un peu creux. C'est vrai que, alors, il parle beaucoup de dépenses militaires, il parle beaucoup de défense, il parle de renforcer des frontières. Il y a vraiment une grande part de son programme sur l'Europe qui tourne autour de ça. Il parle même de nommer un ministre européen de l'économie sous contrôle du Parlement, alors le Parlement qui n'a pas de pouvoir. C'est peut-être renforcer aussi le pouvoir de ce Parlement, mais c'est vrai que ça va être l'objet des discussions sans doute des prochains mois, puisqu'on va entrer dans cette campagne des Européennes. Je suis désolé, mais parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Un mot sur mai 68, là on est en train de fêter un anniversaire dans la presse, on revient sur ces événements qui datent quand même d'il y a longtemps, pour trouver les témoins il faut s'accrocher. Donc est-ce que ça vous parle, vous, les jeunes, Monsieur Mouret? Mai 68, moi ça me fait penser au début du laxisme judiciaire, l'individualisme triomphant. Ce sont aussi ces gens qui considéraient que la frontière était une entrave à la liberté de circulation des personnes, à une entrave à la libre circulation des marchandises, donc la concurrence déloyale. Donc ça ne m'étonne pas, oui, que M. Daniel Cohn-Bendit ait rejoint M. Macron, lorsqu'on y pense. Ça ne m'étonne pas non plus qu'il l'ait rejoint. Cohn-Bendit est depuis longtemps un traître qui tourne un peu dans tous les sens. Non, moi ce que je retiens de mai 68, c'est justement une convergence entre des étudiants, énormément de salariés, il y avait quand même des millions et des millions de personnes dans les rues. Pour moi, c'est un souvenir qui est à la fois positif par cette convergence et par ce combat qui est intéressant et dont il faut s'inspirer. Et puis en même temps, même s'il y a eu quelques maigres avancées, pour moi, c'était une révolution qui reste complètement inachevée. Voilà, donc je ne sais pas si on aura un mai 2018, il ne faut pas être si pressé que ça, les choses prennent leur temps, mais j'espère que les choses changeront en profondeur et que le social prendra un peu plus le pas sur le capital. Et Kabousti. Moi je pense que c'est le début d'une nouvelle ère avec la fin d'un vieux monde dirigé par le général de Gaulle et toute la 3e, 4e et début de 5e République. C'est un gain après dans les périodes qui suivent de liberté et je pense que c'était
un renouveau à ce moment-là, comme l'a été 2017. Voilà, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Merci Catherine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.